Alors on essaie. 1, 2, 1, 2. Salut, je suis Joël Humaya, chanteur du groupe Zéclay. Vous êtes sur CPAM depuis Montréal, Québec. Québec. Yo. Alright. Salut tout le monde, ciao. 8h34, nous avons avec nous en ligne Maxence Pelletier-Lebrun. Il est vice-président de la FMEQ. FMEQ constitue l'entité représentant la voix des 4 associations étudiantes en médecine du Québec. Bon après-midi, Maxence Pelletier-Lebrun. Bonjour, M. Pierre, vous allez bien? Oui, moi je vais très bien, même quand ça va mal. C'est ça qu'on aime entendre. Bon, alors, dites-moi, Monsieur Lebrun, vous entendez le gouvernement, le ministre de la Santé dit no way, ils vont devoir commencer par le service public, n'est-ce pas? Et on ne sait pas pour combien d'années, mais les jeunes comme vous, là, j'imagine que vous êtes médecin dans 1 an, dans 2 ans? Dans 2 ans, j'ai mon diplôme. Dans 2 ans, donc. Et qu'on vous dise que vous devriez commencer par le service public, je trouve que c'est juste, non? Ben, je crois que le ministre a raison de vouloir faire bouger plus de médecins au public. Vous l'avez sûrement vu vous aussi. Il y a de plus en plus de médecins qui vont pratiquer au privé alors qu'on manque énormément de médecins au Québec, surtout des médecins de famille. Donc, l'idée générale est bonne. Nous, en fait, on voudrait que le ministre il soit plus ambitieux parce que là, en ce moment, sa mesure, ça toucherait seulement les étudiants en médecine. Mais si vous regardez tout le monde qui opère en ce moment dans des cliniques privées, c'est toutes des personnes, des médecins qui ne seraient pas touchés par la mesure. Donc, nous, ce qu'on dit au ministre, c'est d'accord, si vous voulez qu'il y a plus de médecins au public, oui, d'aller voir les étudiants, mais aussi d'aller voir les médecins qui, en ce moment, sont dans les cliniques privées pour les ramener vers notre système public. Et à la vérité, on peut dire qu'il y a un gros bon sens dans ce que vous dites, là, dans le sens que pendant que vous êtes les nouveaux au public, ben ils vont rester plus longtemps au privé. Ils vont avoir le loisir et même le cœur net d'avoir du monde qui fait le travail au public pendant que eux autres restent au privé. Alors, face à cette situation, que peut faire le gouvernement? Oui, bien c'est ça. Selon moi, c'est un enjeu de solidarité. C'est s'il y a certains médecins, des jeunes médecins qui doivent aller travailler au public, il faut que ça touche tout le monde. C'est un peu ça le contrat social qu'on a en santé. Nous, ce qu'on propose en ce moment, d'abord, il y a plusieurs mesures que le gouvernement pourrait faire pour cesser l'expansion du privé. En ce moment, un médecin peut décider d'avoir une double pratique, de pratiquer à la fois au public et au privé. Et ça crée des incitatifs qui sont complètement tordus. Un médecin peut dire, tu vas avoir ta chirurgie pour la hanche dans 11 mois au public, mais si tu viens me voir au privé, je vais pouvoir te la faire le mois prochain. Donc, nous, on croit que c'est quelque chose qui devrait cesser, d'essayer d'éliminer les contrats qui ont été signés récemment avec des mini-hôpitaux privés, avec des centres médicaux spécialisés, donc qui sont très utilisés en chirurgie. Donc, de limiter ces contrats-là dans le futur. Et si on est pour imposer une pénalité ou bien d'obliger les médecins à aller pratiquer au public, mais que ça touche tout le monde, pas seulement les étudiants, aussi les médecins en pratique en ce moment. Alors, Maxence Pelletier-Lebrun, dites-moi, c'est vos patrons aujourd'hui qui font ça, qui font ce calcul-là, n'est-ce pas, dans le système de santé. Est-ce que c'est ce qu'ils vous enseignent aussi? Qu'est-ce que vous voulez dire par nos patrons? Nos patrons, j'imagine que c'est des médecins d'expérience, n'est-ce pas, qui représentent vos professeurs sur le terrain. Oui, S'ils vous enseignent la même chose, l'enseignement est pas bon. Ben, je crois qu'il faut quand même rappeler que la grande majorité des gradués en médecine vont s'orienter vers le système public. Moi, personnellement, c'est même pas une question que je me pose. Je sais que quand j'aurai gradué, je m'en irai vers le public. Et c'est le cas pour la majorité des étudiants. Donc, ça reste une minorité. Seulement, au Québec, on manque tellement de médecins que même une minorité peut avoir un impact sur notre système. Donc, c'est réussir à aller rechercher cette minorité-là. Mais je crois que dans le cursus, c'est quand même quelque chose qui est inculqué, puis on met en valeur le système public. C'est quand même ça le défaut, je dirais, pour la majorité des étudiants. Est-ce que vous voyez beaucoup, je parle pas de nouveaux étudiants, beaucoup de ces
patrons-là, moi je les appelle des patrons, c'est vos enseignants, n'est-ce pas, qui travaillent dans le privé comme ça et qui font cette grande différence entre le public et le privé, comme quoi le privé, bon, c'est là où on fait son argent. Ben, en fait, je vous dirais que les professeurs qu'on voit, c'est des professeurs qui sont dans le milieu universitaire. Donc, les hôpitaux universitaires sont tous des hôpitaux publics. Donc, c'est vraiment, on est exposé quasiment entièrement, j'aurais tendance à dire, à des médecins qui opèrent au public. Ceux qui sont privés font très, très, très rarement de l'enseignement. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement dans le cursus, la pratique privée. C'est plus des étudiants qui vont se diriger vers là. Puis, quelque chose qui nous inquiète, c'est nous, du côté de la fédération, c'est que les cliniques privées essaient de recruter de plus en plus tôt. Ils vont envoyer des invitations aux étudiants sur les réseaux sociaux. Ils vont commencer des événements pour essayer de vendre la clinique privée dès les premières années de la médecine. Donc, je crois qu'on doit faire attention parce qu'il y a vraiment un effort concerté de la part des cliniques privées pour recruter des étudiants tôt dans leur parcours. Dites-moi, est-ce que lorsque vous aviez commencé vos études de médecine, est-ce que vous pensiez vivre un tel débat comme ça, un débat, je dirais littéralement terre à terre, parce que tout ça se fait pour de l'argent? Je crois qu'il y a aussi, c'est sûr que l'argent rentre en compte, là, on va pas se mentir. Je crois qu'il y a aussi tout l'enjeu de la qualité de la pratique. Moi, je comprends un peu la situation avec ce qu'on a vu avec les infirmières, avec les agences privées. Il y a beaucoup d'infirmières qui sont allées vers les agences privées vu que les conditions, les heures de travail étaient difficiles dans le secteur public. Mais ce que ça fait en contrepartie, c'est que les infirmières qui, elles, sont restées dans le secteur public doivent continuer à faire des heures, faire du TSO. Puis c'est un peu ça qu'on voit en ce moment avec la médecine privée. C'est qu'il va y avoir des médecins qui vont aller vers la médecine privée pour avoir moins de cas, pour avoir des cas plus simples avec qui ils peuvent passer plus de temps. Mais ce qui arrive en bout de ligne, c'est qu'il va y avoir les médecins qui restent au public, qui, eux, vont avoir tous les cas plus difficiles, les cas qui demandent des grosses consultations, qui ont beaucoup de maladies. Donc, c'est pas exactement la même réalité entre les deux milieux. Est-ce que, parce que ma question de tout à l'heure semble être un peu incomprise, est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez en allant à l'école de médecine? Un tel débat, vraiment c'est blanc ou noir, etc., quoi ou meurt? Ben, je crois que c'est quand même quelque chose qui a pris de l'importance dans le débat public dans les dernières années. C'est sûr que jusqu'à récemment, le gouvernement il voyait le privé comme la solution. Puis c'est la première fois qu'on entendait le ministre cette semaine dire qu'il fallait se séparer du privé. Donc je crois que c'est pas quelque chose à laquelle la majorité des étudiants rentrant en médecine ont pensé nécessairement. Mais c'est sûr que si on lit un peu les nouvelles et qu'on s'intéresse au dossier, on peut pas manquer ça. C'est partout là, ces temps-ci. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes des privilégiés et que c'est maintenant, lorsque vous terminez vos études, le temps de faire un retour d'ascenseur au public qui vous a aidé à faire ces études-là? Oui, ben tu sais, c'est ça que je disais aussi. Si on a un contrat social avec la société, et ça, je suis entièrement d'accord que la société québécoise, en finançant nos études, en nous donnant des infrastructures, des professeurs extraordinaires, nous en donne beaucoup plus. Puis c'est après ça, à notre tour, de redonner un peu au système. Mais mon argument, c'est que les médecins qui sont en pratique aujourd'hui, qui sont dans des cliniques privées, eux aussi ont vu leurs études financées par le système québécois. Et donc, eux aussi devraient faire part de solidarité face au réseau. Donc, pas seulement les étudiants, les médecins qui sont encore au privé en ce moment devraient tous les deux faire leur effort pour retourner au public. Est-ce que vous pensez, pour résoudre le problème du système de santé, on devrait davantage impliquer les gens qui ont la main dans le système tous les jours, comme des médecins, des infirmières, auxiliaires et tout le reste, n'est-ce pas, qui sont sur le plancher des vaches et qui savent comment, qu'est-ce qu'on devrait faire justement pour améliorer le système? Oui, mais je crois que de façon générale, on est toujours mieux de gérer à une échelle locale quand on connaît bien les enjeux, on connaît bien les infrastructures, le personnel, etc. Puis je crois que ce qu'on voit un peu en ce moment avec le projet de loi de Santé Québec, en fait, maintenant opératoire, c'est qu'on veut tout centraliser à Québec, alors que la réalité peut être bien différente sur le plancher des vaches, pour reprendre votre expression. Donc, je crois que ce que vous dites est entièrement vrai. Il faut donner plus de pouvoir aux équipes traitantes, puis ça donne envie au monde de travailler s'ils ont l'impression qu'ils ont un pouvoir sur la milieu de pratique aussi. Alors donc moi je pense que c'est tel que dit là, et si c'est l'esprit, l'état d'esprit qui habite les jeunes qui vont dans les prochaines années sortir de l'école, ben peut-être que l'avenir n'est pas si embué que ça là. Peut-être qu'on peut voir un peu le bout du tunnel, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes positif par rapport
à un renouveau dans le système public de santé? Oui, je crois qu'en fait, c'est des gros éléphants, ce système-là, puis ça prend du temps à bouger, mais je suis quand même optimiste parce qu'on a vu une hausse des admissions comme jamais dans le passé en médecine. Donc, d'ici quelques années, il va y avoir des gradués en médecine parmi les meilleurs dans le monde. En fait, on a des très bonnes universités au Québec qui vont rentrer dans nos hôpitaux et qui vont réussir à prendre un peu mieux en charge notre population. C'est sûr que ça prend du temps, plus qu'on voudrait, mais je crois que les prochaines années, on va voir des améliorations dans le système de santé. Du moins, j'espère. Pour rapatrier ces médecins, ces infirmières-là, vous êtes nommé demain ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous faites? Oui, bien, comme je vous ai dit, il y a certaines mesures qui peuvent être prises immédiatement. Donc, d'arrêter de signer des nouveaux contrats avec les centres privés, d'arrêter le projet d'expansion des mini-hôpitaux, d'arrêter aussi, comme j'ai dit, le fait que les médecins peuvent pratiquer à la... Les mini-hôpitaux privés? Oui, les mini-hôpitaux privés, exact. Donc, on sait que c'est un modèle qui a été essayé dans le passé, notamment aux États-Unis, puis c'est pas un modèle qui fonctionne là. Le modèle privé, en fait, on a l'impression que ça donne des meilleurs résultats, mais ce qu'on voit dans la littérature, c'est que le monde va avoir des plus grosses conséquences de santé au privé. Ils vont vivre moins longtemps même. Donc, c'est pas vrai que le privé est meilleur que le public en santé. C'est un mythe qu'il faut continuer à détruire. Récemment, on a fait valoir une problématique dans le système privé de santé. C'est des cliniques qui sont gérées quelquefois par des non-médecins et davantage par des hommes d'affaires et des femmes d'affaires et qui ne pensent qu'à faire de bonnes affaires et gagner de l'argent. Et ils commencent à en voir de ces cliniques-là qui sont en piteux état, avec très peu d'équipements pour travailler, etc. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ben, c'est l'exemple parfait, ça. Si un médecin, son but, c'est de faire du profit, ben, il va prescrire un test qui n'est pas nécessaire. Il va dire, va passer une IRM parce qu'il va faire de l'argent avec ça. Ces incitatifs sont pas à la bonne place. Puis c'est ça qui fait peur avec des cliniques qui sont motivées d'abord par le profit. C'est que le patient, il devient secondaire dans l'équation. Donc, d'avoir une gestion locale avec des cliniques privées, ça peut aller, mais il faut que ce soit les médecins qui gèrent. Il ne faut pas que ce soit dans une optique de profit que ce soit géré, parce que sinon, le patient, il est 100% perdant là-dedans. Et puis, dans le contexte actuel de pénurie, vous êtes en faveur que, par exemple, moi-même, j'ai payé beaucoup d'argent pour voir un médecin dans une clinique privée à cause d'une urgence. Finalement, j'ai été vu par un infirmier. Je n'ai rien contre l'infirmier s'il a les compétences, n'est-ce pas? Il n'a jamais pu me prescrire ce que je croyais qui serait bon pour mon épaule, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes en faveur, effectivement, qu'il y ait une redistribution des tâches de médecine à ces infirmiers, à ces infirmières, etc., pour alléger le système? Oui, je crois qu'on n'est plus dans l'optique avant où le médecin était au centre de l'équation médicale et tout le monde gravitait autour. Là. Je crois qu'il faut reconnaître l'expertise de chaque professionnel puis leur donner les tâches qui sont capables et qui sont les meilleures pour faire. On est d'accord là-dessus. Un autre enjeu aussi, c'est qu'en ce moment, les médecins, surtout les médecins de famille, ont énormément de paperasse à remplir. On parle de 25% de leur temps. Juste vous dire, là, si on enlevait de moitié la charge de paperasse des médecins de famille, on manquerait même pas de médecins de famille au Québec. C'est dire à quel point ça gruge notre système en ce moment. Donc, de réduire les tâches, ça passe par, oui, la redistribution à d'autres professionnels, mais aussi la réduction de la paperasse et de la bureaucratie autour du système. Maxence Pelletier-Lebrun, vice-président de la FMEQ. Je vous remercie, Monsieur Pelletier-Lebrun, d'avoir pris du temps de nous parler de ce dossier assez complexe, ma foi. Ça fait un plaisir. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir.